Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralebia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Comme vous le savez, maintenant depuis lundi dernier, la rédaction a décidé, comme à chaque fois d'ailleurs, comme dans toutes les dates qui marquent l'histoire, les dates importantes, les disparitions notamment de notre pays, l'Algérie, la rédaction qui se mobilise pour des couvertures spéciales. Lundi dernier, nous étions en train de revenir notamment sur cette date du 11 décembre 1960 avec cette mobilisation déjà à l'époque, cette mobilisation du peuple algérien juste avant, quelques mois avant cette indépendance. Et puis depuis mardi, le 12 décembre 2023, une date qui en dit long, qui dit 12-12, dit 12-12 2019, l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune dans un contexte très particulier. On l'évoque maintenant chaque soir. D'abord un report, plusieurs dates donc d'élections ont été annulées avant que le pouvoir impose. Malgré le mécontentement, malgré la colère et le renoncement total du peuple, le pouvoir a maintenu cette élection présidentielle. D'ailleurs, le peuple a répondu à sa manière, tout simplement en boycottant, avec un boycott quasi total des élections, puisque très peu d'Algériens se sont rendus dans les urnes. C'est pour dire que le président algérien, ce sont les chiffres qui le disent, a très mal été élu ce jour-là. Donc le ras-le-bol, plus de liberté, un état de droit, une démocratie, Daoula, Madaniya, Mouachi Askaria, voilà. Ce que scandait le peuple en 2019, je vous parlais notamment de ces reports, de ces annulations de cette élection de 2019, mais aussi dans ce contexte de Hirak, de cette révolution, de ce mouvement. On y revient ce soir puisque, vous l'avez vu, les Algériens et les Algériennes sont sortis par millions, dizaines de millions en Algérie, aux quatre coins aussi du globe pour dire non Abdelaziz Bouteflika, qui était prétendant déjà, qui avait annoncé son 5e mandat en se présentant notamment à la coupole en février 2019, en se présentant à l'intérieur d'un cadre puisqu'il ne pouvait pas être présent. Ce fut le ras-le-bol, le mépris, l'indignation, la colère du peuple entier qui est sorti en disant non au 5e mandat et surtout au changement de système. Donc on y revient maintenant, 4 ans après l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune. Encore ce soir, on se pose la question de ce bilan. Qu'en est-il aujourd'hui? Quoi de neuf? Quoi de mieux? Quel changement? Quel développement? Est-ce que le peuple est épanoui? Est-ce que la jeunesse aujourd'hui a trouvé son bonheur? Mais quand on voit, on va y revenir longuement avec nos invités, mais quand on voit qu'ils sont des milliers à vouloir, mais aussi à traverser la Méditerranée. Ils sont parfois des mamans, parfois des grands-parents, des grands-mères, des bébés, des enfants, des jeunes qui coûte que coûte veulent quitter le pays, un pays qu'ils aiment tant. Eh bien, ça veut tout dire. 4 ans après, ça veut dire que cette Algérie est tout de même malgré encore une fois, on l'a vu quelque temps, il y a quelques jours, on nous parlait aux Algériens de sécurité, de quiétude, une Algérie qui avance à pas sûr, qui atteint des summums, une Algérie exemplaire dans le monde entier. On en parle ce soir pour notamment un président, on le rappelle, qui parle d'une nouvelle Algérie, qui a dit clairement aussi que 80% des zones d'ombre ont été réglés, les gros problèmes en Algérie ont été réglés et que tous les engagements du Hirak ont été respectés et pris en compte. Voilà, on y revient ce soir et puis on évoquera en fin d'émission avec nos invités, puisque c'est, on va dire, la dernière soirée consacrée à ces 4 ans d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir. On essaiera d'évoquer avec vous les perspectives, le futur, comment envisager une Algérie meilleure pour que le peuple puisse vivre dignement avec toutes ces difficultés dont on parle maintenant depuis plusieurs jours notamment. Il y a cette économie sociale, ce secteur économique, ce secteur social qui est de plus en plus difficile à une Algérie et un peuple qui vit de plus en plus difficilement au quotidien. Pour en parler, ce soir, Maître Aïssa Rahmoun, avocat, vice-président de la Fédération internationale des droits humains. Bonsoir, Maître Rahmoun. Bonsoir Chaban, bonsoir aux invités et aux téléspectateurs de Magharibia. Merci d'être avec nous. Il est présent aussi sur nos antennes maintenant depuis plusieurs années. Il était important aussi de l'avoir puisque ce soir aussi on reviendra un peu sur cette diplomatie aussi, cette image à l'extérieur aussi qu'a proposé Abdelmadjid Tebboune peut-être pour donner envie aux investisseurs, donner envie au monde entier d'avoir un regard positif et une belle image de l'Algérie à l'extérieur dans le cadre de sa politique internationale. C'est ce qu'on appelle la diplomatie. Hamid Lelou, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, c'est Chaban. Merci pour l'invitation. Toujours un plaisir. Bonsoir à Maître Rahmoun et bienvenue à tout le monde. Merci d'être là, ingénieur économiste, militant politique et hirakiste. On va en parler de ce mouvement en dernière partie d'émission pour voir un peu la continuité, notamment au sein de la diaspora, puisque vous le savez, en Algérie, très difficile de manifester, d'ailleurs même lorsque le peuple a encore envie aujourd'hui de vouloir notamment soutenir, notamment la Palestine. Le pouvoir algérien refuse totalement les manifestations, donc on en parle aussi avec lui ce soir. Lies Djebaili, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Chaban, bonsoir à toute l'équipe El Magharibi, à vos invités, l'occurrence Maître Aïssa Rahmoun et notre ami Hamid Lellou. Désolé, je fais le live en voiture. Voilà, donc j'ai pas pu être chez moi à la maison, c'est un peu de bouchon. Je me permets d'être avec vous en voiture. Merci encore pour l'invitation. Merci d'être là, c'est bien de le souligner. C'est vrai que ça vous arrive rarement en général. Mais le principal, c'est de vous avoir et aussi voilà, les uns et les autres de vous organiser, de vous arrêter. Je sais que Maître Rahmoun avait aussi des obligations. Et puis aux États-Unis, puisque Hamid Lellou est aux États-Unis, si je ne me trompe pas, il est 13h30, donc vous commencez la journée. Bienvenue à tous les trois. Je vais commencer avec vous, Maître Rahmoun. Aujourd'hui, donc voilà, c'est pas un scoop, on le sait. Vous avez dû quitter le pays, l'Algérie que vous aimez tant, pour des raisons notamment de sécurité pour vous et votre famille. Je le disais tout à l'heure, l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune dans un contexte très particulier. D'abord, des millions d'Algériens qui sont sortis pour dire non au 5e mandat, mais dire non au régime. En l'occurrence, il est en place depuis le 12-12-2019. En un mot, ces 4 années pour Abdelmadjid Tebboune, pour vous, comment vous pourriez décrire ces 4 années au pouvoir? Dans les grandes lignes, on a le temps ce soir, on va évoquer plusieurs secteurs. Peut-on parler du bilan d'Abdelmadjid Tebboune ou peut-on parler du bilan du régime du 5e mandat, sachant qu'Abdelmadjid Tebboune, à l'époque, avait prêté serment. Il avait dit clairement que lorsqu'il arriverait au pouvoir, eh bien, il serait dans la continuité d'Abdelaziz Bouteflika. Écoutez, Chaban, avant ça, je salue mon ami Lias et Hamid qui sont avec nous. Vous savez, les quatre années de l'élection du chef d'État, Abdelmadjid Tebboune, est un grand ratage. Un grand ratage, que ce soit pour le peuple algérien, mais aussi pour les institutions, l'administration, les services de sécurité, les institutions, les pouvoirs et tout ce qui habite, tout ce qui forme ce système, en d'autres termes, ce régime. C'est un grand ratage parce que le régime n'a pas su se réconcilier avec le peuple algérien, n'a pas su se remettre l'Algérie dans les rails du développement, ce développement qui est conditionné, qui est au cœur de tout développement dans chaque pays, le respect des droits fondamentaux, qui sont les libertés collectives et les libertés individuelles. C'est un grand ratage parce qu'une série de textes de loi ont été adoptés. Force est de constater que ces textes de loi obéissent à un comportement, une philosophie politique qui est plutôt autoritaire, plus que libertaire. C'est un grand ratage parce qu'il n'y a pas de relance économique. Et c'est un grand ratage parce qu'aujourd'hui, les Algériennes et les Algériens sont confrontés à un quotidien socio-économique, à un quotidien très dur. C'est un grand ratage parce qu'aujourd'hui, le secteur de la santé ne répond plus aux normes et aux standards internationaux. C'est un grand ratage parce qu'aujourd'hui, on a constaté que l'école algérienne est de plus en plus sombre dans le sinistre et l'abysse de l'inculture, de la déformation, de la non-éducation. C'est un grand ratage parce que la société civile en Algérie est dissoute. C'est un grand ratage parce qu'on a plusieurs défenseurs qui sont en prison, détenus pour des affaires fomentées de toutes pièces. C'est un grand ratage parce qu'on brandit toujours aujourd'hui le spectre, on
entre guillemets, légal pour les uns et arbitraire pour nous tous, qui est celui du terrorisme. On ne veut plus sortir de cette philosophie sécuritaire. C'est un grand ratage parce qu'il y a plusieurs jeunes Algériens qui quittent le pays, qu'ils soient instruits, diplômés ou non, qui quittent le pays pour des horizons meilleurs. Donc sur tous les plans, c'est un grand ratage aussi en termes de communication et d'information. Aujourd'hui, force est de constater que la presse algérienne est muselée, qu'il y a plusieurs journalistes algériens qui sont dans les prisons ou qui s'autocensurent. C'est dire que les promesses du Hirak, comme les promesses de novembre d'ailleurs, le pays a vécu deux promesses. La première promesse, c'est la promesse de la révolution algérienne, c'est la promesse de novembre qui était trahie. Et la deuxième promesse, c'est la promesse du Hirak, qui est aussi trahie par le même régime. Je refuse la culture du 5e mandat ou du premier mandat, du deuxième mandat d'Abdelmadjid Tebboune. Il s'agit d'un mandat unique qui a pris effet au lendemain de l'indépendance de l'Algérie. Merci. Donc voilà, on retiendra un grand ratage pour vous à plusieurs niveaux. Lies Djebali, je reviens à vous. Alors on rappelle que Maître Rahmoun, à l'époque, il n'y a pas encore si longtemps que ça, vous étiez en Algérie, donc vous avez vécu toute cette période-là sur plusieurs années. Vous avez aussi soutenu et défendu plusieurs militants politiques qui sont passés malheureusement derrière les barreaux, derrière la répression du pouvoir. D'un autre côté, un autre militant, la diaspora était très présente depuis le début. Lies Djebali, vous en faites partie. Il est important de revenir sur ce contexte. On rappelle que déjà à l'époque, Abdelmadjid Tebboune, déjà ministre de l'Habitat, Premier ministre, avait dit prêter serment, je le disais, mais il avait dit clairement que peu importe les circonstances, nous continuerons, limite je continuerai. Donc voilà le travail qu'avait tenté de mettre en place notamment Abdelaziz Bouteflika. Est-ce qu'aujourd'hui, alors voilà, vous allez aussi apporter votre bilan, mais peut-être dans la continuité de la même question, est-ce que malgré lui, sans le savoir peut-être, Abdelmadjid Tebboune, au lieu d'avoir un premier mandat, il a tout simplement récupéré ce 5e mandat qui était totalement rejeté. Les Algériens n'en voulaient pas. Est-ce que vous êtes aussi dans cette analyse-là de dire Abdelmadjid Tebboune, c'est le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, voire pire, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs voyants qui sont au rouge, notamment économiquement, socialement, en termes des droits de l'homme, aussi les investissements, la diplomatie. Certains Algériens, certains observateurs parlent même d'une période plus catastrophique que celle du temps d'Abdelaziz Bouteflika. Par exemple, au niveau de la presse, peut-être que fut un temps, la presse était un petit peu plus libre en Algérie. Alors, merci pour votre question très, très pertinente. Parce qu'il faut être fin quand on souhaite analyser les choses entre la fin de l'ère de Bouteflika, c'est-à-dire la fin du 5e mandat et le début du premier mandat de Tebboune. Nous avons toujours alerté, nous avons toujours sensibilisé avec un discours, avec des mots simples, des mots cohérents, de dire attention. Au fait, c'est pas changer un président pour un autre. C'est une continuité. C'est une façon de voir les choses qu'il faut changer. Changer M. Bouteflika par M. Tebboune, c'est une grosse erreur. Le but, c'est de changer tout le système de gouvernance en Algérie qui est instauré depuis des décennies et des décennies. C'est ça la question. Parce que quand nous étions contre l'élection présidentielle de M. Tebboune, c'est pas contre le personnage, c'est parce que, 1, il n'a pas été élu, 2, il a été désigné, 3, il a été choisi dans un cercle très restreint, dans l'antichambre des vrais décideurs. Si je me permets de revenir, de dire c'est quoi ce bilan,
Premièrement, oui, puis Abdelmajid Tebboune aussi, ce que vous gardez la parole, mais la colère, la plus grande colère lorsqu'il est arrivé, parce qu'il arrive le 12-12 2019, mais il ne faut pas oublier que le Hirak a continué derrière, parce que les Algériens, si je ne me trompe pas, enfin vous allez peut-être me dire le contraire, mais ont compris en fait que c'était le même système. Il ne faut pas oublier que d'abord Abdelmajid Tebboune a été plusieurs fois ministre. D'ailleurs, on rappelle aussi que c'est quelqu'un qui n'a jamais été élu, hein. Il a toujours été nommé ministre, mais réellement, il n'a jamais reçu la confiance du peuple en tant que député, par exemple. C'est ça aussi qui a suscité la colère derrière, hein, c'est que on ne voulait plus d'Abdelmajid Tebboune parce qu'il faisait partie, pour les Algériens, c'était la même chose. Donc c'est peut-être ça aussi la réalité aujourd'hui. Oui, c'est ce que je viens de vous dire, cher Chaban, au fait. C'est-à-dire, c'est le système, c'est la façon de gouverner, c'est le pouvoir, c'est toutes les racines qui sont installées, qui gouvernent l'Algérie dans l'ombre. C'est ça ce que nous dénonçons et nous avons toujours milité pour que ça change, pas de façon drastique, radicale, il faut que ça change. Nous étions même dans une façon de demander, il faut que ça change de façon progressive jusqu'à l'éradication totale de cette façon de gouverner l'Algérie. Donc, Monsieur Tebboune, il a récupéré, il a récupéré la présidence parce qu'il a été désigné. Alors, si je suis amené à dire ces 4 ans de gouvernance, l'Algérie, elle est en recul net par rapport aux autres pays. Sur le plan économique, c'est une catastrophe totale. Aucune réforme n'a été entreprise. Il nous a promis, en tout cas, il a promis au peuple algérien, quand il militait pour son mandat, de récupérer les fonds qui étaient rapatriés, ce qu'on appelle l'évasion de ces devises dans des mallettes à l'étranger et qui sont blanchies en offshore dans des banques ou sous forme de biens immobiliers. Et vous-même, Monsieur Chaban, vous m'avez dit, je me rappelle, j'étais à Milan, je sortais de mon travail pour dire attention, c'est un mensonge. Il ne pourra jamais récupérer aucun euro des fonds qui ont été dilapidés. Et la preuve, quand il nous a annoncé qu'il a récupéré les 20 milliards de dollars, cette somme n'a jamais été annoncée en dinars, une somme a été annoncée en dollars pour faire comprendre, pour faire passer le message à nos compatriotes que cet argent a été récupéré à l'étranger. Non, cet argent, elle a été quantifié par la Cour des comptes ou par des experts économistes, c'est-à-dire de l'ampleur des vols dilapidés en Algérie même. Sur le plan économique, aucune réforme. Toutes les lois de finances, c'est des lois farfelues, fantaisistes. On creuse le budget. En 2023, on était à 94 milliards de dollars. Maintenant, on est à 110 milliards de dollars. On creuse. Je ne sais pas comment on va essayer de satisfaire toute cette demande alors qu'on est dans un pays ultra dépensier. On est dépensier sur le plan social. Je suis tout à fait d'accord sur le plan moral et sur le plan de l'éthique. Mais quand on creuse des dépenses, il n'y a pas de recettes. Ces recettes ne reposent sur que les hydrocarbures. C'est un danger pour le pays. C'est un danger pour le pays. D'ailleurs, aucun investisseur ne s'aventure à investir en Algérie pour une raison très simple. Il n'y a pas d'instabilité politique. On nous a promis de créer l'usine Renault dans l'ouest algérien pour faire semblant qu'on est capable de concurrencer les Marocains. Alors c'est une usine qui nous a coûté 1 milliard de dollars, je dis bien 1 milliard de dollars, et qui produit 25 000 unités destinées pour le marché local, même pas pour le marché à l'extérieur pour faire entrer des devises et remplir les caisses du trésor public. On nous a promis le grand marché Desertec pour essayer d'exploiter le Sahara et d'investir dans le solaire et les énergies vertes et biomasse. Ils ont écarté ce grand projet allemand. Ils ont gardé Total parce que Total, il y a des intérêts économiques parce que Total, c'est l'État profond de la France qui gouverne et c'est elle qui donne la bénédiction pour appuyer le régime en place. On nous a promis de relancer le travail. Alors le chômage, il est rampant. On fait ce qu'on appelle des petites mesurettes. On crée l'allocation chômage pour un petit peu calmer la colère sociale. Les haragas, aucun espoir de rester en Algérie. L'Algérie est devenue un atelier, une usine de conception de désespoir. On a vu des médecins
qui prennent le beauté. On a vu des ingénieurs qui sortent des grandes écoles qui prennent le beauté. On a vu des avocats éminents qui quittent le pays. Alors, sur le plan social, économique, c'est le chaos total. Je reviens à vous, pardon, juste pour finir. Sur le plan des libertés, toutes les libertés sont en recul, voire c'est la catastrophe, ça s'empire de pire en pire. Les libertés individuelles, rien. Les libertés collectives, rien. Les libertés de réunion, rien. La presse, elle est libre, elle est complètement muselée, sauf la presse qui répond aux injonctions du pouvoir. Alors, sur le plan, rien. L'emprisonnement, l'Algérie devient une prison à ciel ouvert, je dis bien, et je pèse mes mots à ciel ouvert, et je suis pas en train de noircir le tableau. Il est urgent que ce régime comprenne et sorte de ça, on va en parler, Elias Djebali, justement. On a une partie ce soir là-dessus, effectivement. Alors, ce qui est malheureux, effectivement, c'est que les uns et les autres, vous dressez des bilans, mais des bilans assez accablants, assez noirs. J'écoutais tout à l'heure un invité que recevait mon ami Salim Salkhan dans sa vie interne. Aujourd'hui, voilà, c'est pas loin de 500 dinars la viande blanche, les volailles. On est à 2400 dinars le kilo de viande rouge, de viande de bœuf, par exemple. La sardine est à 1000 dinars, par exemple, pour un pays, effectivement, où les porcs devraient se compter à foison. Hamid Lelou, d'abord, d'un point de vue, général, quel bilan vous dressez? Dans quelques minutes, je vais bien évidemment revenir vers vous sur ces 4 années qui ont été aussi marquées par la diplomatie, puisqu'on a peut-être eu un président algérien, enfin les Algériens ont eu malheureusement un président algérien plus présent, en tout cas physiquement, en termes de diplomatie, qui a reçu plusieurs responsables, ambassadeurs, chefs d'État, qui a aussi voyagé à l'étranger, mais qui malheureusement n'est pas allé à la rencontre du peuple algérien. C'est une question qu'on va se poser ce soir, parce que faut-il encore connaître son pays, connaître sa nation, connaître son peuple, pour vraiment dresser des perspectives et des projets. C'est vrai qu'Abdelmadjid Tebboune, pour plusieurs raisons, encore une fois, on essaye de comprendre ce soir, pourquoi ne s'est-il pas rendu vraiment au cœur du peuple, de la jeunesse, des étudiants. Donc on va revenir effectivement là-dessus, mais d'abord d'un point de vue général, pour vous, Hamid Lelou, ces 4 années que les Algériens viennent de vivre, avec un espoir dont on leur a parlé, cette fameuse nouvelle Algérie, la nouvelle Algérie de l'excellence et de la dignité. Je ne vais pas répéter ce que mes amis viennent de dire. Je voulais justement aller vers l'international, mais... Je vous en prie. J'en ai aperçu. Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand les gens en général disent maintenant c'est pire que l'époque de Bouteflika. C'est pas, je le vois pas comme ça. Je le vois en termes de vengeance. Le régime est en train de se venger contre le peuple en lui disant « Vous avez osé nous défier, maintenant vous allez payer pour ça ». C'est une question de vengeance. Ce n'est pas mieux ou pire que Bouteflika, c'est le même système. Je suis d'accord avec mon ami Maître Rahmoun qui dit que le système n'a pas changé, c'est pareil depuis 62, la même chose. Silias, il dit la même chose. Donc, ce n'est pas mieux, ce n'est pas pire, c'est la même chose. C'est juste une question de vengeance. Maintenant, pour ne pas répéter ce qui a été dit, au niveau international, c'est une éclipse totale sur la scène africaine, sur la scène arabe, sur la scène régionale, en dépit de toutes les initiatives qui se sont avérées vaines et aussi décalées de la réalité politique. On voit pas de relation au voisinage, vous ne pouvez pas prétendre être cette force de frappe qui peut faire la médiation et solutionner et résoudre les conflits internationaux, alors que vous êtes en conflit avec vos voisins directement, à part peut-être la Tunisie. Le Maroc, c'est pas de relation du tout. Le Mali, maintenant, il est complètement décalé. Il se retrouve sous l'aile russe avec Wagner. Le Niger, il leur a dit rabalez, vous ne faites pas partie de notre région, on ne veut pas de votre médiation. La Libye, c'est la même chose. Souvenez-vous, ils ont même kidnappé des officiels algériens à la frontière libyenne et l'Algérie n'a jamais été invitée officiellement à aucune de médiations qui se sont tenues sur la Libye.
Au niveau méditerranéen, c'est la même chose. Donc, c'est la débâcle totale au niveau international, en dépit de tous les efforts, soi-disant, les voyages, etc., essayer d'organiser, même la dernière en date, ils ont invité un groupe d'avocats arabes pour faire, soi-disant, pour porter une plainte. Vous avez, ce sont que des avocats, vous leur payez le voyage, ils sont nourris et blanchis par la princesse. Bien sûr qu'ils vont venir à Alger, mais c'est quoi le point? Rien du tout. Comment restez avec moi, et ça c'est une question que je poserai aussi à Maître Rahmoun et à Ilyes Djebali dans un instant. On va s'arrêter quelques minutes parce qu'on a le temps. Effectivement, sur ces 4 années, les 4 années, elles ont été marquées, voilà, vous en parliez à l'instant, donc on va s'arrêter effectivement sur cette politique à l'international, sur la diplomatie. Il y a eu tout de même des remaniements. Il y a donc Lamamra qui est parti, être remplacé par Ahmed Attaf, qui, je le rappelle, était déjà là aussi depuis un certain nombre de temps. On a vu aussi un va-et-vient, un remue, enfin, les médias en ont parlé, voilà. Il y a eu des choses qui ont été faites tout de même, il y a eu des annonces, il y a eu des écrits, la PS, la revue El Djidj, les médias effectivement publics ont évoqué aussi tous ces rendez-vous, etc. Mais effectivement, maintenant, si on prend nous aussi du recul avec vos analyses les uns et les autres, les observateurs, et puis aussi en quoi ces rendez-vous ont porté leurs fruits, on se rend compte effectivement que tout de même, il y a une instabilité au niveau de la diplomatie algérienne, un manque de pouvoir, un manque de puissance. Il n'y a pas eu réellement de pressions qui ont été faites, notamment sur le conflit, ce que vit actuellement effectivement la Palestine. On voit que l'Algérie, malgré que le pouvoir est clair là-dessus en soutenant la Palestine, on voit que sa diplomatie n'est pas assez forte pour faire pression sur les États-Unis. On voit aussi sur le retour, par exemple, de la Syrie, entre autres. Enfin voilà, on a une diplomatie tout de même qui présente peut-être physiquement, mais où cette Algérie, indépendamment de ce que peut dire le pouvoir algérien, ce sera ma question vraiment pour tous les trois, je vous donnerai la parole directement les uns derrière les autres, mais d'après tout ce qu'on a pu entendre, cette force de frappe, cette puissance à l'international, une Algérie qui peut régler les problèmes, on a vécu aussi des termes importants, une Algérie médiatrice dans un conflit entre l'Ukraine et la Russie, le Soudan, enfin... Voilà, on a un pouvoir algérien qui est un peu ambitieux, je pense, alors que sur le terrain, voilà, il n'y a pas vraiment eu grand-chose. Hamid Lelou, comment vous expliquez ça? Et ça sera donc directement la parole juste derrière à Maître Rahmoun et à Ilyes Djebali. Bon, en résumé, le pouvoir n'a pas les moyens de sa politique internationale. Il remue la poussière, mais il ne fait pas grand-chose. Je vais être bref. En relations internationales, il y a plusieurs écoles. Et l'école qui marche le plus, la théorie qui marche le plus, c'est la théorie de la relation internationale. Et dans cette relation internationale, on a ce qu'on appelle realpolitik. Et realpolitik, elle est basée sur un principe fondamental. Où vous êtes une puissance importante, internationale, militaire, économique, comme c'est le cas des États-Unis, de la Chine, peut-être aussi de l'Allemagne et d'autres pays, et là, vous faites ce que vous semble bien et vous le faites et vous imposez votre dictat, c'est ce que les États-Unis font. Ou bien vous êtes un petit pays, et petit, il y a toujours des gammes, hein, petit, moins petit, etc. Et dans ce cas-là, vous avez deux choix. Ou vous vous mettez sous la coupe d'une grande puissance, sous l'aile américaine, sous l'aile russe, sous l'aile chinoise, ou bien vous créez des alliances avec d'autres partenaires, d'autres pays qui sont un peu plus ou moins plus faibles que vous. Eh bien, l'Algérie n'a pas réussi à faire ni l'un ni l'autre parce que maintenant, malheureusement, elle a réussi à le faire dans les années 70 où elle a été sous l'aile soviétique. Rappelez-vous, à cette époque-là, l'Algérie parlait moins mais faisait beaucoup parce qu'elle était sous l'aile soviétique, mais aussi, elle avait aussi en combinaison fait des alliances avec d'autres pays, y compris une fenêtre ouverte avec les États-Unis. Et le meilleur exemple, c'est les négociations par rapport aux otages américains à Téhéran en 1979-1980. Et là, l'Algérie avait réussi un coup de magie extraordinaire. Maintenant, elle ne peut pas le faire parce qu'elle est rejetée aussi bien par les Américains parce qu'ils ne leur font pas confiance que par les Russes eux-mêmes. C'est de la bouche même du ministre des Affaires étrangères russe qui disait qu'on ne peut pas faire confiance à l'Algérie. C'est pour ça qu'on n'avait pas soutenu leur candidature aux BRICS.
Et ce que j'explique, vous n'êtes pas obligé d'être un grand pays pour être médiateur, mais il faut être écouté, apprécié et respecté par les autres et en contrepartie donner quelque chose. D'autres pays beaucoup plus petits comme par exemple le Qatar ou bien l'UAE qui est en train de le faire, je ne suis pas en train de faire leur publicité parce que je ne pense pas qu'ils soient des grands pays, mais au moins le Qatar a eu le génie, si on veut dire, de se mettre sous l'aile américaine et de construire des alliances avec, par exemple, avec la Turquie et même maintenant avec la Russie, ce qui lui permet d'être l'interlocuteur ou bien l'interface qui peut parler avec tout le monde, y compris avec les terroristes, comme on dit. L'Algérie n'a pas cette capacité, n'a pas ces moyens, parce qu'elle n'a pas les hommes, elle n'a plus ces hommes. Dans les années 70-80, il y avait encore des hommes qui travaillaient pour le régime. Il y avait aussi cette légitimité révolutionnaire. Maintenant, ils ne l'ont plus. Ils prétendent être... mais c'est qui est révolutionnaire? Ils sont tous partis, hein, mais ils ne l'ont pas. Et du coup, cette crédibilité à l'international, ils ne l'ont plus. Et ça va de pire en pire. Malheureusement, ça va de pire en pire. Merci pour ces quelques précisions. La parole est à vous, Maître Rahmoun. Ma question a été assez longue. Donc, la diplomatie en Algérie, la diplomatie algérienne, en tout cas de ce régime. Diplomatie, je pense que Mouloud Khadrouch avait dit quelque chose de très important. En diplomatie, il faut avoir le pouvoir de négociation. Et dans le pouvoir de négociation, ça suppose que le régime, tout un État doit avoir une légitimité en interne. Et une légitimité, c'est que les pouvoirs publics, le pouvoir politique doit être l'émanation de la volonté populaire. Ça reste sur le standard du droit comparé à travers les différentes théories philosophiques qui existent dans le monde. Je suis tout à fait d'accord avec mon ami Hamid, effectivement. C'est encore un ratage, parce que la révolution, la légitimité révolutionnaire étant plus une carte à jouer pour le régime algérien. D'ailleurs, pendant de longues années, les observateurs internationaux et dans le monde de la diplomatie, ont dû constater, force est de constater, que le régime algérien s'imposait par la force, par des coups de force, par des coups d'État, par des assassinats sommaires, par des liquidations physiques, par l'oppression et la répression de l'opposition de la société civile et de la population en général. Par un non-développement économique. Elias Jbeili avait souligné des situations assez kafkaïennes quant au discours et la réalité du terrain sur le plan des investissements étrangers, sur le plan du développement économique, de la stratégie économique dans le pays. Il n'y a pas de stratégie. Ou l'inatsma bricola, c'est de la bricole. Et avec tous ces éléments réunis, comment avoir une puissance diplomatique? Vous avez eu souvenez-vous, j'allais dire, du sommet de la Ligue arabe qui s'est tenu à Alger. Et ce sommet avait donné une opportunité conjoncturelle au régime algérien pour rallier les différentes factions qui composent l'opposition à la classe politique palestinienne. À l'époque, souvenez-vous, tambour battant, le régime algérien s'est félicité. D'ailleurs, le chef de l'État avait dit « Rien ne se passe, rien ne se fait contre l'Algérie sur le plan diplomatique et international, contre l'Algérie et sans l'Algérie. » Très bien. On avance dans cette logique de redéploiement diplomatique selon le régime, où aujourd'hui, un génocide qui est en cours, Arza, se prononce. Et quelle est cette vision, quelle est cette prolongation de la stratégie algérienne diplomatique quant à la crise, à la guerre, au génocide contre les Razaouis et en Palestine, en Cisjordanie, que ce soit en Cisjordanie ou Arza.
un homme sage, qui a du bon sens, un citoyen qui a du bon sens, ne peut pas oublier ces déclarations, ces énoncés du chef de l'État disant qu'on a réussi. Et ça me rappelle la phrase assassine de Muqdad Sifi, « Laqad intasarna ». Laqad intasarna. Où est la victoire dans cette opération de marketing à l'intérieur, bien sûr, à l'extérieur, c'est pas pris au sérieux, sur le plan international. Où est cette victoire de l'État algérien qui avait réconcilié et concilié toutes les factions qui se disputent des stratégies politiques en Palestine, entre Gaza et en Cisjordanie? La stratégie diplomatique voudrait que l'Algérie soit aujourd'hui le pays par lequel toutes les discussions, les négociations autour d'un cessez-le-feu immédiat, de l'aide humanitaire, de l'interpellation de la communauté internationale et des États-Unis d'Amérique qui ont opéré un veto pour l'arrêt immédiat des hostilités contre les Gazaouis, les populations civiles à Gaza. L'Algérie, dans tout ça, est-ce qu'au moins ils ont permis au peuple algérien d'exprimer leur solidarité aux Gazaouis? La réponse est très vite donnée, c'est non. Pourquoi c'est non? Parce que le régime, ayant cultivé une peur viscérale quant à la chose publique, quant à la protestation, quant à la rue, il ne peut plus tolérer. D'ailleurs, la seule marche qui s'est passée à Alger, contrairement, vous voyez l'exemple marocain, et là les manipulateurs de l'information et Zoubeb, ils vont dire voilà un soutien aussi affiché le Marzen. Mais non, il s'agit d'un royaume qui n'a pas interdit les manifestations de soutien à Gaza, même s'ils sont dans une stratégie de pacification de relations avec Israël, un peu partout dans le monde, y compris aux États-Unis d'Amérique, y compris en France, y compris en Allemagne, y compris en Angleterre, partout dans le monde. Aucun État, aucun système n'interdit les manifestations au profit des populations gazaouies. On va y revenir dans un instant, puisqu'on évoquera aussi ce soir d'une certaine manière, encore une fois, peut-être un secteur où on ne peut pas dire que le régime a brillé par lui-même, notamment c'est le recul de la Constitution, notamment avec ce 87 bis qui aujourd'hui incrimine effectivement, qui rend criminel toute action politique, par exemple. Lias Djebali, je sais qu'on a longuement parlé de qui dit diplomatie, dit aussi... l'économie et les 4 années, elles font partie aussi de ce rêve, un rêve tant attendu du président algérien qui est le BRICS. Il en a parlé longuement. Pour lui, c'était une priorité. La question n'est pas là spécialement ce soir. On l'a compris que c'est pas spécialement une priorité, mais en tout cas une vraie gifle pour la diplomatie algérienne en termes le BRICS a été il y croyait et du coup c'est un fait important cet échec, le refus notamment de certains pays qui ont dit en fait non, on peut pas de vous. D'ailleurs, je rappelle que le ministre de la Russie a dit clairement que le BRICS était ouvert aux pays importants, vraiment importants qui pourraient apporter quelque chose et donc de fait pas l'Algérie. Lias Djebali. Alors, c'est une question qui est très, très intéressante après celle de l'économie, c'est-à-dire cette association, cette corrélation entre l'économie et l'international ou la diplomatie. Alors, sur le plan international et le plan diplomatique, je vais pas revenir parce que Hamid et Maître Aïssa Rahmoun, ils ont évoqué les points les plus importants, mais je vais essayer d'élargir un petit peu tout en restant très, très synthétique. Au fait, le déclin de la diplomatie internationale, c'est depuis fin des années 80. C'est-à-dire, si on recherche
un homme de haute vision comme Ben Saddiq Ben Yahya Allah yarhamou, qui était derrière la libération des otages américains détenus par l'Iran. Ça c'est quelque chose de révolu. L'Algérie a toujours eu une grande diplomatie à l'international, comme le disait très justement Hamid, c'est parce qu'il y a cette légitimité révolutionnaire, mais on ne peut pas rester tout le temps otage de son passé. J'ai toujours dit, il ne faut pas qu'on soit otage de notre passé. Notre passé va parler de nous, mais c'est à nous de prendre le pays, aller vers l'avant. Comme le Vietnam aussi, il a mené une grande révolution, le Vietnam. La guerre de Bien Dien Phu, par le général Giap. Il a non seulement, c'est-à-dire, il a pris l'ascendant sur l'armée française et sur l'armée américaine. Donc il y a d'autres pays qui ont brillé, qui ont donné de très belles révolutions par le monde. Quoique la nôtre aussi, elle est si particulière. Alors sur le plan diplomatique, c'est le déclin total. Moi, je ne vais pas stigmatiser l'Amara, oui, tout à fait, peut-être lui aussi. Peut-être, je dis, il avait un portefeuille, un carnet d'adresses très étoffé, mais on lui dictait. Moi, je me rappelle de la cacophonie quant à l'organisation du sommet de la Ligue arabe entre Tebboune et lui. Nous avons vu les accords d'Alger de 2015, c'est la faillite totale. Tebboune, à la fois, il reçoit les représentants de l'Azawad et en même temps, il veut, c'est-à-dire faire plaisir à l'armée régulière du Mali. Il y a une cacophonie totale. À la fois, c'est un allié de la Russie, mais il ne sait pas que ses armes sont entretenues par les Ukrainiens. Quant aux Marocains, on ne peut pas être médiateur, on ne peut pas couper des relations diplomatiques avec un voisin, on peut réduire au minimum nos relations, certes on peut, si ça affecte réellement le pays, mais on ne peut pas les couper de façon drastique comme ça. Il y a le minimum de chez minimum, il faut toujours garder un petit fil, un petit corridor pour, on ne sait jamais, si ça peut s'ouvrir, on peut s'engouffrer. Sur le plan international, c'est un déclin. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est faite cette diplomatie. Est-ce qu'elle est dictée par les militaires ou est-ce qu'elle est entre Tebboune? Nous avons vu Tebboune je veux dire, je ne me permets pas de dire à la ramasse, mais on sent qu'il y a une limite parce qu'on n'a pas une vision, parce que l'Algérie, elle s'est toujours appuyée sur la politique du chéquier. L'Algérie est une puissance financière, mais nullement une puissance économique. La puissance financière, elle est capable d'effacer des dettes de certains pays africains et dont je m'en réjouis. Elle a effacé 900 millions de dollars. Pourquoi elle a effacé 900 millions de dollars? C'est pour ratisser la cause derrière le Sahara occidental. Mais la politique du chéquier ne peut pas fonctionner. Le Nigeria, et maintenant, il est en relation froide avec l'Algérie. Je veux dire, on garde l'Afrique du Sud, qui a été intégré au BRICS, pas sur des critères économiques, que sur des critères politiques. Elle n'a même pas apporté assistance à l'Algérie pour l'intégrer au sein du BRICS. L'Inde qui était contre, la Chine qui est un grand fournisseur, un grand déversoir de marché, un grand aussi producteur de main-d'œuvre en Asie, il n'y a rien. On a vu la Russie qui nous fournit les armes, mais aucun mot on aurait pu intégrer l'Algérie en tant que pays observateur. Harma, par respect de ce grand pays, qui est un grand pays, c'est un colosse au pied d'argile. Sauf les pieds d'argile ont été fabriqués par ce régime, tout simplement. Donc, sur le plan international, on est quasiment à la faillite. J'ai entendu Louisa Hannoun, qui a été reçue par M. Tebboune. Elle vient de dire qu'il y a un complot émirati marocain. Sortant de ces complots, sortant de cette façon de voir les choses. La politique, comme disait tout à l'heure Hamid, c'est réelle politique, la politique réelle. On n'a pas su reconfigurer des alliances. On ne peut pas garder tout le temps les mêmes alliances. Les alliances sont amenées à être reconfigurées à tout moment sur le court, le moyen et le long terme. L'Algérie, c'est un très grand pays. Il faut tisser d'autres relations, il faut trouver d'autres alliances. C'est ça. Nous sommes guidés. Enfin, quand je dis nous, le régime, pas le peuple il subit. Le régime, il est guidé par une vision idéologique. C'est au nom de l'idéologie, c'est au nom de l'idéologie. C'est ça. Et ce qui a généré la faillite
totale de ce pays sur le plan diplomatique. Quand on a vu M. Tebboune, quand il était à New York, quasiment on dirait un citizen lambda, il n'a même pas eu les honneurs d'un président. Je veux dire, quand elle a été reçue à Moscou, vous vous rappelez, mes chers amis, à Moscou, il y a même pas M. Poutine qui l'avait reçu. C'est 24 heures ou 48 heures après. Après, on nous dit c'est des trucs protocolaires, ça concerne la Russie. Mais non. Quand on est un président puissant, on guide une nation puissante, on a tous les honneurs, on nous respecte. Il n'y a pas de respect, c'est comme ça. Reviens. Donc, il faut se projeter vers l'avenir. Il faut que ce régime pense... On en parle de l'avenir dans un instant, Ilyas Djebali. Et puis, effectivement... nous n'avons, et puis voilà, on peut le citer, mais on en a longuement parlé, bien évidemment, il y a ces relations franco-algériennes où, voilà, il y a eu quand même, sur ces 4 ans aussi, c'est quelque chose qui a marqué les 4 années d'Abdelmadjid Tebboune, hein, toutes ces périodes très conflictuelles, très particulières entre l'Algérie et la France. Cette histoire du je t'aime, moi non plus. Hamid Lelou, je pense que vous n'allez pas me contredire, hein, peut-être pour avoir une certaine puissance et une certaine force à l'international, faut-il encore en avoir une à l'intérieur de son pays en termes de légitimité? C'est une question, peut-être que je me trompe. Mais est-ce que réellement, on voit ces 4 années, elles ont été marquées aussi par un fait, c'est que quasiment tous les ministres, le président de la République ne s'est pas offert, ne s'est pas rendu à la rencontre du peuple algérien. Effectivement, il n'y a pas plus tard qu'un mois, il y a eu ces 2 rencontres à Tindouf et à Djelfa, mais est-ce que un pouvoir en place, une gouvernance, un régime peut-elle avoir une politique générale, économique, sociale, en termes d'éducation, afin de protéger, de sécuriser le pays, afin que les habitants et les habitantes puissent vivre librement, dignement? Peut-elle avoir cette politique générale afin de mettre les moyens de la mettre en place quand on ne connaît pas, enfin c'est une question qui se pose, est-ce que réellement le pouvoir actuel, est-ce que le régime, ces personnalités, ces personnes dont on cite les noms et prénoms, en l'occurrence Abdelmadjid Tebboune, est-ce que réellement ils connaissent leur pays? Est-ce qu'ils connaissent le peuple, cette jeunesse, ses richesses, ses compétences? Puisque on sent tout de même qu'il y a encore une fois ce fossé entre les deux pour mener à bien le pays. Ça sera la même question pour Ilyas et pour Ilyas Djebali, pardon, et Maître Aïssa Rahmoun. La légitimité du pouvoir. Divin, ou bien vous arrivez à lire mes notes, parce que c'est exactement les notes que je prenais quand mes amis parlaient. Et effectivement, la politique internationale est le reflet, le miroir même de la politique intérieure. Ils sont indissociables. Vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. Parce que c'est quoi la politique internationale? C'est pas que de la politique, c'est de l'économie. Donc, il faut produire justement pour pouvoir exporter, pour pouvoir acheter. Il faut avoir ce qu'on appelle l'avantage compétitif, que ce soit en économie ou bien en militaire ou bien en politique. Il faut avoir cet avantage compétitif. Qu'est-ce que ça veut dire un avantage compétitif? Vous ne pouvez pas être bon dans tous les domaines. Alors, vous vous spécialisez sur quelque chose et avec ça, vous pouvez l'utiliser comme un levier pour faire vos négociations, comme disait Maître Rahmoun et Ilyas, et de manière à ce que vous ayez des atouts. Et là, il y a 3 piliers dans la politique internationale et la politique intérieure. C'est les 3 piliers, ce sont 1, la légitimité populaire, qui n'existe pas depuis 62, encore plus maintenant avec les révolutionnaires qui sont partis. 2, il faut qu'il y ait une économie importante, une économie quasi indépendante des ressources naturelles. Et du coup, là, il faut avoir un avantage compétitif. L'avantage compétitif que pourrait avoir l'Algérie, c'est l'agriculture, où nous avons eu des terres arables très importantes, où nous avons toutes les ressources pour ça. On pourrait faire du tourisme sahéen, du tourisme culturel, et ça, c'est un gros avantage pour l'Algérie. On peut faire aussi des petites industries, des PME, des PMI, et ça, on peut créer cet avantage compétitif. Et puis, le 3e pilier, c'est l'armée, une armée forte. Et pour que l'armée soit forte, les 2 autres piliers sont très importants. Vous ne pouvez pas sécuriser votre pays si vous n'avez pas le peuple derrière vous, parce que cette trigonomie entre le peuple,
le gouvernement et l'armée, ça va ensemble. Vous ne pouvez pas dire que vous avez... L'armée, c'est quoi? C'est le peuple. L'armée, c'est quoi? C'est le peuple, c'est l'économie. Il faut qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Demain, la qadar Allah, on rentre dans une guerre. Je ne sais pas si on pourra tenir un mois. Est-ce qu'on peut survivre un mois? On n'arrive pas à nourrir le peuple en temps de paix. Nous avons des crises, le hammus, batata, et comment voulez-vous gérer une économie si vous avez la guerre? Il faut nourrir vos soldats, il faut acheter des munitions, il faut acheter aussi, renouveler votre armement. Et on ne peut pas faire ça. Et du coup, l'Algérie n'a pas les moyens de sa politique. Encore une fois, elle parle, parce que qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent mais nous, on a défendu la cause palestinienne. La cause palestinienne, vous l'avez défendue comment? On envoyait de l'argent au gouvernement d'Abbas, aussi corrompu que vous, qui, son travail justement, c'est de sécuriser les colonies juives ou bien sionistes. C'est pas pour construire son pays. Vous avez aidé la Libye en quoi? En parlant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont rentrés et ils ont tout cassé et vous n'avez rien fait. Qu'est-ce que vous avez fait avec le Niger? C'est la même chose. Est-ce qu'ils ont réussi à prévenir un conflit? Citez-moi un exemple où l'Algérie, avec sa pseudo-médiation, a réussi à éviter ou à prévenir ces conflits. Aucun. C'est de l'argent qui est gaspillé, c'est des paroles, et rien à la fin. On ne gagne rien à la fin, malheureusement. Merci. Restez avec nous, Hamid Lelou. Aïssa Rahmoun, même question. La politique intérieure du pays, pour bien la mener, il faut peut-être bien connaître son peuple, être proche du peuple, connaître les problématiques, donc avoir un degré de légitimité, être écouté, être critiqué. Effectivement, ça c'est bien aussi d'être critiqué, c'est ce qui fait peut-être un État, certainement un État fort, mais voilà, avoir votre vision aussi sur cette politique que le pouvoir a du mal à mener, ou ne peut-il pas mener d'ailleurs, puisqu'il est en décalage total, et dans deux mondes différents. Le régime algérien ne veut pas la mener, et il ne peut pas la mener. Ne veut pas la mener parce que, écoutez, quand on est à la tête d'un État comme l'Algérie, à la tête d'un pays comme l'Algérie, qui regorge de richesses naturelles, minières, c'est un beau pays. Quand on est à la tête d'un pouvoir, et quand on est à la tête d'un pouvoir, vous voyez, c'est comme la moutarde ne quitte pas la tête des gouverneurs. On ne veut pas se séparer de ce pouvoir. Pourquoi on ne veut pas se séparer de ce pouvoir, de cette chaise maudite? Pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est le fait de craindre la justice. Parce qu'il y a des processus de transition dans les pays qui se respectent. Arriver au pouvoir par des voies pacifiques, se maintenir au pouvoir par des voies pacifiques et quitter le pouvoir pacifiquement, chose qu'on n'a pas en Algérie. Tous les pouvoirs qui se sont succédés à la tête et à la décision politique de l'État, à travers les différents clans, à travers les différentes factions qui composent ce régime, veulent se maintenir au pouvoir. Ils sont arrivés au pouvoir par la violence déjà, par la violence telle qu'elle est organisée par des États dictatoriaux, par la violence institutionnelle, constitutionnelle, par des coups de force institutionnels et constitutionnels, par des coups d'État, par des assassinats de présidents, par la négation de l'autre, de l'opposition. Ils se maintiennent dans le pouvoir par le même procédé, et ils quittent le pouvoir par le même procédé. Donc ils ne veulent pas quitter le pouvoir de peur d'être rattrapés par la justice, par l'histoire, etc. etc. Ils ne veulent pas aussi que les choses changent par le maintien des régimes occidentaux de ce même pouvoir. Parce qu'il faut le dire, il faut savoir que les régimes dictatoriaux, que ce soit particulièrement dans notre région et dans la région de l'hémisphère sud du globe, sont soutenus par l'autre hémisphère qui est le nord. Un maintien des régimes
fait bien sûr le bonheur des États, des États occidentaux, du monde civilisé, comme ils l'appellent. Mais les populations doivent savoir une chose, que la libération des populations, que la décolonisation, parce que c'est très important, il y a une nouvelle forme de colonisation qui passe par les institutions financières internationales, notamment le FMI, la Banque mondiale et le BRICS qui commencent à se mettre, parce que même le BRICS, c'est une nouvelle forme de colonisation, hein. Il faut qu'on dise les choses comme elles se présentent. Une nouvelle forme de colonisation qui passe éventuellement par les soutiens des régimes en place et par la domination économique. La Tunisie, ça n'arrange pas le régime tunisien qu'un changement ait en Algérie et vice-versa. Ça n'arrange pas que les Marocains s'émancipent démocratiquement et vice-versa. Et tout ça, ça arrange le monde occidental. Dans cette foulée, dans cette ambiance gouvernante chez les régimes dictatoriaux qui sont les nôtres, il y a cette volonté de domination des populations par l'école, par le maintien de la paupérisation au niveau de la société, par la répression politique, économique à la fois, c'est une réalité, par l'interdiction de toute voix discordante. D'ailleurs, pour preuve, citez-moi un pays occidental où leurs opposants, où leur société civile demandent l'asile dans les pays du Sud. Mélenchon n'est pas arrivé au pouvoir et son équipe, ses parlementaires, etc. Est-ce qu'un militant de Mélenchon a demandé l'asile en Algérie? Non. Aux États-Unis, c'est pareil. En Allemagne, c'est pareil. Un peu partout, c'est pareil. Donc aujourd'hui, on se retrouve devant une situation qui a un déséquilibre, effectivement, dans le standard de la démocratie, de l'état de droit, à travers l'échelle internationale. Et ce déséquilibre, ce soutien inconditionnel des pays occidentaux pour les régimes dictatoriaux fait le lit de nos régimes. Aujourd'hui, le gage et puis le pari à tenir, c'est l'éveil citoyen. C'est l'éveil citoyen, c'est le travail que font les différents collectifs. Et là, je rends un hommage à notre diaspora, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, en Europe et particulièrement en France, Riposte Internationale, le PADA, Liberté Algérie, tous les collectifs Algérie Debout, tous les collectifs qui se créent autour d'une question cruciale qui est la démocratie, l'état de droit et la promotion. On y revient dans un instant. Le dernier tour d'intervention sera justement un peu les perspectives, comment revenir un peu sur cette situation. Depuis 62, le peuple est constamment en train d'essayer de faire évoluer, de rejeter aussi ce système, un état civil non militaire, essayer de comprendre comment les choses peuvent-elles avancer. Lias Djebali, un peu dans la continuité de cette question, la légitimité du pouvoir à l'intérieur, c'est aussi un pouvoir c'est une mandature aujourd'hui qui a été marquée par plusieurs annonces, deux mondes différents. C'est aussi un pouvoir, un président, une gouvernance qui ne s'est jamais remis en question sur la gestion des pénuries, les haragas, les bacheliers qui veulent quitter le pays. On peut en citer plein, la Covid qui a été quand même gérée 2 ans après la première vague d'une manière assez catastrophique. Les feux aussi qui génèrent chaque année, malheureusement, chaque été se ressemblent aussi bien en tant que catastrophe, mais aussi en tant que drame humain avec toutes ces pertes, et aussi 4 ans qui ont été marqués par notamment les droits. Un mot sur ces droits, vous êtes militant, ce 87 bis d'ailleurs qui a été rejeté encore une fois et dénoncé par l'expert de l'ONU il y a quelques jours. On en a longuement parlé, mais c'est important d'y revenir ce soir. On a un président qui n'a pas spécialement envie d'écouter son peuple, notamment au niveau des droits, de liberté d'expression. Lorsqu'il parle de la presse, il dit non, la presse est l'une des meilleures d'Afrique et la presse est libre. Lias Djebali. En fait, ce président, à l'image du régime ou du pouvoir ou du système en place,
il reste inaudible, amnésique, inaudible aux revendications du Hirak. Et par ricochet, c'est les revendications du peuple. Je réitère que la revendication principale du Hirak est une revendication politique. Si cette revendication politique est amenée à être résolue, toutes les revendications qui suivent vont être satisfaites, que ce soit la revendication politique, identitaire, je veux dire, toutes les revendications vont être satisfaites parce que la revendication politique du Hirak, elle s'appuie sur la démocratie. Sur la démocratie. Ce que nous voulons, c'est construire un État démocratique. Ce régime, il n'a jamais cessé d'instrumentaliser à la fois la justice, qui n'est plus indépendante, forcément, elle est aux ordres, aux injonctions du régime, et aussi l'armée. Quand on dit Dawla Madaniya Machi Askaria, et moi je le dis, je le redis à chaque fois, c'est pour me purifier et ma conscience et dire, nous, le peuple algérien et la diaspora n'est pas contre son armée, il n'est nullement contre son armée. Cette armée, l'armée algérienne, je veux dire, c'est la colonne vertébrale de l'intégrité du pays et qui donne je veux dire, un aura à notre pays. C'est très important, qu'elle soit héritière de la laine ou autre chose, mais c'est notre armée. Mais cette pauvre armée, elle a été instrumentalisée par une caste, oui, on le dit, c'est une caste militaire. C'est quoi un général? C'est un non-fonctionnaire dans les pays démocratiques. Particulièrement aussi sur cette parenthèse de l'armée, mais c'est bien qu'on y revient. Vous gardez la parole, Yazdibali, c'est que voilà, beaucoup disent aussi que du temps d'Abdelaziz Bouteflika, c'est peut-être le même régime, que l'armée avait toujours un rôle, mais peut-être un peu dans l'ombre. Alors là, c'est vrai que depuis 4 ans, de l'école élémentaire en passant par l'université, un équipement sportif à inaugurer ou une compétition culturelle ou sportive ou la remise, on a même remis au chef d'état-major dernièrement un prix symbolique du journalisme. Enfin, le rapprochement entre l'armée et le pouvoir, c'est plus accentué, beaucoup plus visible dans le cadre de cette mandature d'Abdelmadjid Tebboune. Les grands professeurs dans le génie militaire, dans les grandes écoles militaires du monde, que ce soit à Saint-Cyr-l'École, juste à côté, à Saint-Cyr-l'École, qui a donné de très grands généraux, même les Américains, même en Russie, je veux dire, pardon, dans d'autres pays démocratiques, nous ne connaissons même pas le nom des généraux, mais nous ne connaissons même pas le rôle d'un général ou le nom des généraux. Mais nous, ces généraux, ils sont toujours présents partout. On veut militariser la société, on veut militariser la scène sportive, on veut militariser la scène musicale. C'est-à-dire la présence du militaire, elle est partout. Nous avons vu la présence des militaires partout. Même le jour de l'école, le jour de la rentrée scolaire. Ça veut dire quoi le jour de la rentrée scolaire? On nous met un pompier, on nous met un policier et un militaire. Non, je suis désolé, l'école algérienne doit rester en dehors de ça. C'est-à-dire l'école algérienne doit recevoir les écoliers pour construire, pour en devenir une élite pour le pays. Mais les militaires, c'est dans les casernes. Oui, dans les casernes. On fait appel aux militaires dans la conception d'une vision militaire, comment protéger le pays, en tant qu'observateur, mais nullement en tant que décideur. Mais ce que nous voyons, aussi au vu du pauvre peuple algérien, comme on dit, c'est-à-dire il voit avec ses yeux un défilement partout de ces militaires, et quand on essaye de dire attention, non, attention, on veut instrumentaliser ceci, cela, non, et je dis non, et je reste, tant que je suis militant, je dis que Dawla Madaniya Machi Askaria est nullement contre l'armée, c'est séparer le militaire du civil, et que nous voulons construire un État démocratique. Ce régime refuse toute alternative qui porte un label démocratique. Il ne veut pas démocratiser la société, ne veut pas démocratiser ce grand pays. Nous sommes restés dans une idéologie des années 60-70 où le peuple, c'est-à-dire il est soumis, il accepte. Non.
Il faut dire les choses. Il faut que ce régime comprenne. Il a encore du temps. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'Algérie est un grand pays, il appartient à tous ses enfants. Il faut que ce régime essaye de libérer la société. Il essaye de démocratiser, par libérer les détenus d'opinion. Cet article 87 bis, Maître Aïssa, mon ami Aïssa Rahmoun, il est très compétent pour parler de cet article liberticide qui a fait tant de dégâts, tant de malheurs, qui a détruit le tissu social de la société algérienne et qui a détruit tant de familles en emprisonnant. Quand on parle du hummus, de la loubia, de la semoule, est-ce que vous vous rendez compte quand on dit al-Quwa ad-Dariba, ou ahsan système sahih fi Ifriqiya. Quand on parle de ceci, on parle du hummus, on parle de la loubia, on parle de la poudre de lait. C'est même pas du vrai lait, c'est du lait qui est mélangé, c'est de la poudre de lait avec taux bien distingué quand on rajoute du lait et le pauvre citoyen, il n'arrive pas à trouver. Pour finir, on en parlait encore cette semaine. Oui. Pour finir, je dois juste revenir avec 20 000 dinars le SMIC. Et quand un cartable d'un écolier algérien, il coûte 7 500 dinars, c'est le 1/4 du salaire. Situation, on en a longuement parlé effectivement et puis on en parle encore tous les jours et je rappelle que samedi c'est la rétro-info de la semaine, on reviendra aussi sur ce 12-12. Hamid Lelou, dernière question à tous les trois. Le futur maintenant, l'avenir depuis 62, c'est un peuple qui n'a cessé de revendiquer 88, 90, 2001, 2019, 2014. Enfin, c'est un peuple qui n'a cessé de revendiquer vraiment ce changement de système, un État libre et non militaire, un État civil et non militaire. Alors certes, peut-être que le Hirak, le mouvement, cette révolution n'a pas fait dégager, comme on le dit, ou faire partie de ce système, mais en tout cas, ça continue encore et encore. Qu'est-ce qu'il faut faire demain, Hamid Lelou, Ilyas Jebali, Aïssa Rahmoun? C'est tirer un peu le bilan de ce qui a pu se passer ces dernières années, ces derniers mois et continuer différemment pour que les choses continuent à changer puisque l'élection présidentielle, elle arrive tout de même en 2024 selon la Constitution. L'élection présidentielle, elle est plutôt caduque. C'est pas l'élection présidentielle qui compte, c'est ces décideurs derrière les rideaux. Qu'est-ce qu'ils vont décider? Est-ce qu'ils vont remettre cet énergumène comme pseudo-président ou bien ils vont le forcer au départ? C'est possible, hein. C'est arrivé avec Zeroual. Hein. Zeroual, il a été poussé à la démission. Chadli a été poussé à la démission. Bouteflika a été poussé à la démission grâce au peuple, bien sûr. Boumediene, c'est la même chose. Personne n'a quitté la présidence de son plein gré. Et c'est toujours le système qui a fait qu'ils changent parce que pour eux, c'est le bon moment. Le problème pour l'Algérie future, le problème pour le peuple, il faut que le peuple arrive à travers sa classe politique indépendante, les politiciens et les activistes qui soient à pays ou à l'extérieur du pays. Il faut qu'il prenne sa destinée en main, il faut qu'il soit décideur au lieu d'être ce receveur passif et qui subit le dictat du régime sécuritaire. Moi, là où je ne suis pas d'accord avec mes amis, c'est que je ne parlerai pas d'un régime militaire parce que pas toute l'armée qui est embarquée là-dedans, c'est plutôt le régime sécuritaire. D'ailleurs, même l'armée, elle est sous surveillance. Les militaires, on a entendu parler des fois vaguement, mais qui se sont fait soit éliminés dans le désert ou bien mis à la retraite, c'est parce que les services de sécurité sont là pour veiller au grain, pour que ce régime continue. Je ne pense pas que ce soit un régime militaire, c'est plutôt un régime sécuritaire. D'ailleurs, et je peux appuyer cette idée, ce n'est pas Shengriha qui commande, je ne pense pas. Je pense que Rabat Zahir, comme on l'appelle, on ne le connaît pas, on le connaîtra un jour, mais pour le moment, on ne le connaît pas. Pendant longtemps, c'était Qasem Marbah, souvenez-vous, dans les années 70, personne n'a entendu parler de lui jusqu'à la chute de Boumediene. Et c'est lui qui avait mis Chadli et après il s'est fait dévoiler. La même chose avec Medienne ou bien avec Toufiq. Pendant 20 ans, personne n'avait entendu parler de lui jusqu'à ce qu'il y ait ce problème au niveau du pouvoir. Et là, il est venu à la surface et on l'a dégobé. Et c'est la même chose maintenant. Je pense que c'est les services sécuritaires qui font tout. Shengriha khadra fouk ta'am, Tebboune khadra fouk ta'am. Maintenant, je dis au peuple,
que je parle au peuple directement. Je leur dis une chose. Pour le moment, Zama, ça va bien, parce que ce régime, il arrive à faire cette politique d'équilibriste et à satisfaire les désirs des mains étrangères qui sont multiples. Un jour ou l'autre, il ne pourra pas le faire. Et si vous ne faites pas le changement vous-même, et en toute non-violence, si vous ne le faites pas vous-même, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place et ce ne sera pas pour votre intérêt. On a des expériences, ce n'est pas pour faire peur au peuple, mais ce régime, pour le moment, il travaille aussi bien pour les Américains que pour les Chinois. D'ailleurs, on le voit avec ce tâtonnement, avec ce voyage sans boussole. Mais à un moment ou à un autre, ils ne pourront pas satisfaire ces forces internationales et j'ai peur pour l'Algérie. Donc, il faut que le peuple prenne les choses en main. Merci. Merci Hamid Lelou. Liaz Jebali et Maître Rahmoun, je commence par vous. 3 petites minutes chacun, un peu sur la suite maintenant, cette révolution, ce Hirak, les bilans tirés, comment peut-être avancer autrement, quelles pistes nous avons, voilà, comment vous voyez un peu les choses. Maître Rahmoun. Pour ma part, je dirais qu'il faut savoir que le régime algérien, il sait ce qu'il veut. Ils sont dans leur logique de domination de la population et se maintenir au pouvoir à tous les prix par des fabriques de textes, de normes légales qui leur permettent de rester aux commandes de la décision politique. Par contre, la question qui se pose, c'est à la classe politique de l'opposition. Ils doivent être eux-mêmes. Respecter leur histoire, la conjoncture où ils sont nés et se rappeler, prendre ce rétroviseur de l'histoire et dire en fin de compte que notre mandat, c'est le mandat populaire. Ça d'une part. D'une autre part, la société civile aussi doit converger sur des projets démocratiques, d'état de droit, sans pour autant qu'elle oriente politiquement, parce que c'est pas notre mandat, c'est pas le mandat de la société civile. Donc de converger, d'être inclusive dans ce qu'elle fait. Et c'est les seuls gages pour engager l'Algérie avec toutes ses élites, son élite sociale surtout, et ce que le Hirak a produit comme slogan, comme matière, comme orientation politique et sociale à la fois. Pour le mot de la fin, et j'insiste sur ça à chaque fois, je voudrais citer 2 noms qui sont condamnés par la justice algérienne. J'espère que Mostafa Benjama va bénéficier de la liberté provisoire qu'il retrouve son foyer, le journaliste de l'Est algérien. Et je suis très attristé par la condamnation à 3 ans de prison ferme et une amende de 100 000 dinars pour l'écrivain et l'artiste Ali Belhout, qui était condamné par le tribunal de Dra al-Mizan à Tizi Ouzou pour le fait qu'il s'est fait préfacer un de ses livres, par Farhat Mahni, le responsable du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Pour ce fait, il était condamné à 3 ans de prison ferme, assorti d'une amende de 100 000 dinars d'amende. Donc, à chaque fois, il faut qu'on rappelle ces cas, Mostafa Benjama et Ali Belhout. Entre autres, effectivement, on en rappelle souvent chaque soir, et à chaque fois, ce sont des symboles de la liberté qui sont malheureusement emprisonnés parce qu'ils s'expriment. Liaz Jebali, on termine avec vous. Voilà vraiment les 3 petites dernières minutes, un peu pour la suite. Comment vous voyez un peu le mouvement, comment peut-être travailler, faire un bilan, les partis politiques d'opposition. Enfin, c'est pas si simple, mais peut-être aussi au niveau de la diaspora, par exemple. Alors pour moi, en fait, il y a un slogan, le wait and see. Non, nous voulons un wait and work and build. Attendre, travailler et produire. Ça, c'est très important. Parce qu'on n'attend rien de ce régime, parce que ce régime, en fait,
il va réprimer de plus en plus davantage. Il va essayer de cerner complètement et de réprimer la société, quitte à, je veux dire, pour rester au pouvoir. Parce qu'il est omnibulé par cette question, la soif du pouvoir. C'est même pas question d'argent. Je suis pas d'accord avec ceux qui disent que le régime reste pour une question d'argent. Non. Le pouvoir, au fait, il est beaucoup plus important dans leur tête que l'argent. Parce que l'argent, ils en ont assez. Ils ont construit des usines, ils ont fait des montages financiers un peu partout dans le monde, dans des offshore. Ils ont acheté des villes quasiment en Espagne. Ça, c'est pas, au fait, leur but, c'est le pouvoir. C'est maintenir le pouvoir. Avoir le pouvoir, c'est avoir la force. C'est être dans un état second. Ce régime, il comprend pas. Au fait, c'est le pouvoir. Oui, pour moi, j'insiste que le régime militaire, c'est-à-dire sous la houlette du régime sécuritaire, tout ça, ça reste pour moi des militaires. C'est eux qui sont détenteurs du vrai pouvoir en Algérie. Alors, moi, j'invite volontiers déjà à la société civile, Chab el Jazair, que l'élection présidentielle, c'est pas une solution pour l'Algérie. Nous avons vu plus d'une quinzaine de fois de remaniement de la Constitution. Elle n'a rien donné. Nous avons vu défiler des présidents et mon ami Hamid, il a dit, ils ont été poussés à la démission, on les a fait démissionner, on n'a rien vu. Donc la question, elle est tout autre. Il faut se projeter à l'avenir. J'invite la société civile à, je veux dire, encore un peu plus d'éveil de conscience, parce que c'est pas le futur de chaque homme ou de chaque femme, c'est le futur d'abord de l'Algérie, et après c'est notre futur, parce que notre futur, il dépend de ce pays. Voilà, je veux dire, quant aux partis d'opposition, il faut qu'ils fassent bloc ensemble, il faut qu'ils travaillent ensemble, parce que comme on dit, hein, une seule main ne peut pas applaudir. Et je vais citer ce beau slogan de Lavoisier, c'est un grand chimiste français, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si peut-être on a subi des échecs, il faut dire que c'est pas des échecs, c'est des actions abouties. Il faut les transformer absolument en expérience sur le long terme. Pour finir, quant à la diaspora, il a bien cité mon ami Aïssa, c'est qu'il y a Riposte International, il y a d'autres collectifs, il y a le PADA qui vient d'être créé, qui se veut aussi une force, une organisation de nature politique pour organiser la diaspora. Le régime ne veut pas qu'on se structure. Le régime veut nous inciter à parler de faits divers. Il faut qu'on pense, il faut qu'on réfléchisse autrement, things différents pour le futur de ce pays, parce que le futur de l'Algérie, il dépend du peuple algérien. Et la question, c'est la question de la résolution algérienne, elle est entre les mains du peuple algérien et nullement ailleurs. Merci. On aura l'occasion d'y revenir, bien évidemment. Merci à tous les trois. Merci Hamid Lelou, en direct de Washington. Maître Aïssa Rahmoun, vice-président de la Fédération internationale des droits humains, ingénieur économiste, militant politique. Merci Ilyes Djebali, l'équipe technique. Merci de m'avoir accompagné pour réaliser cette émission. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir à 19h. En direct pour un nouveau numéro de Microscoop. Et dans quelques instants, vous aurez le plaisir de retrouver, toujours dans la même thématique, l'actualité, les 4 années du président Tebboune, avec mon ami confrère Salim Salhi. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous.